sont vos impressions sur le Japon? Et sont-elles différentes de ce que vous aviez imaginé? J'étais jamais venu au Japon avant cette semaine-là, avant la semaine de représentation qu'on a passée ici. Et donc j'en avais une image forcément à travers la culture en fait, principalement à travers les romans, les films, voire le cinéma d'animation que j'ai vu, ou des pièces de théâtre. Et je m'en faisais en tout cas une image comme ça sur la politesse, la discipline, la vitalité aussi, le nombre d'habitants, etc. Et c'est amusant parce que c'est en même temps à la fois tout à fait ce que j'attendais ou ce que je pouvais imaginer, et en même temps totalement différent. Il y a plein de choses auxquelles on pense pas ou qu'on peut pas imaginer. La chaleur des gens, en réalité, ici par exemple, l'équipe du théâtre, tous les gens avec lesquels on travaille, non seulement ils sont vraiment au service de l'équipe, c'est-à-dire prêts vraiment à rendre service, à travailler, à tout faire pour que tout, à tous les endroits, se passe au mieux. Et en même temps, il y a une espèce je sais pas comment la qualifier, de fraternité ou d'élégance ou de gentillesse dans les rapports, d'humour aussi dans les rapports, qui est que d'une certaine façon, en réalité, c'est plus simple et plus humain et plus vivant que ce qu'on peut imaginer, parce que quand on est en France, on se dit les formules de politesse, baisser la tête comme ça tout le temps, répéter arigato, arigato et ça. Et en fait, c'est à la fois ça, et ce qui est très beau dans les rapports humains en même temps, parce qu'il y a des marques de respect, des marques comme ça de simplicité. C'est à la fois ça et à la fois très vivant et très simple et très fraternel. Parce que j'en ai connu en même temps, j'ai passé 5 jours en tout au Japon, et puis la majeure partie de ce temps à travailler ici dans le théâtre, mais du coup quand même à être en contact avec les équipes ici. Mais voilà ce que je pourrais en dire, c'est à la fois absolument comme je pouvais l'attendre, et puis très différent. Comment vous gérez l'équilibre entre le travail et la famille? Le travail prend beaucoup de temps, mais c'est une sorte de gymnastique en fait. C'est-à-dire que moi, je m'astreins le plus possible à être pleinement présent le temps que je passe avec ma famille. J'ai 2 petites filles, j'ai une fille de 6 ans et une fille de 10 ans. Et je sais par exemple que je ne vais jamais les chercher à l'école le soir, mais du coup je m'astreins chaque fois que je suis en France, chaque fois que je suis à Paris et pas en tournée, à me lever le matin pour passer les matinées avec elles et puis pouvoir les emmener à l'école. Pour ne pas se sentir frustré ou pour ne pas avoir le sentiment de passer à côté de la vie familiale au profit de la vie professionnelle, à un moment il faut s'astreindre à cette séparation en fait. Ça marche pas à tous les coups ou à toutes les périodes, disons, mais globalement ça se passe quand même assez bien. Est-ce que vous montriez des pièces d'auteurs japonais? Oui, pourquoi pas. Jusqu'à maintenant, le fil des spectacles qu'on a fait nous a plutôt porté vers des auteurs européens, plutôt du XXe siècle, depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à notre époque, en Europe, assez centré sur l'Europe, et des grandes questions que ça peut poser. Rhinocéros en est un exemple, par exemple. C'est-à-dire que dans Rhinocéros, à la fois, ça parle du monde qui nous a précédés, la montée du nazisme, du fascisme, etc., mais ça parle aussi du monde qu'on veut construire, ou du monde qui nous attend, ou du monde possible pour les générations à venir. Mais en même temps, j'ai eu l'occasion de voir de temps en temps des pièces de Risa Hirata, par exemple. C'est aussi des pièces qui ont une portée universelle, qui parlent de l'humain, des relations humaines, des relations en société, même si parfois ça passe par des codes un tout petit peu différents, mais qui peuvent être intéressants aussi théâtralement. On n'est pas obligé de coller ou de mettre en scène un monde qui nous est totalement familier. On peut d'un seul coup, et c'est ce qui nous intéresse à travers Rhinocéros, par exemple, ou à travers d'autres auteurs, s'attaquer à un monde qui nous est un tout petit peu étranger ou un tout petit peu étrange, et puis le faire. Ça serait tout à fait possible. Quand vous étiez petit, qu'est-ce que vous vouliez faire dans la vie? Je ne me souviens plus très bien ce que je voulais faire dans la vie, mais je sais qu'assez vite, peut-être comme beaucoup d'enfants, je me suis amusé à raconter des histoires et à inventer des histoires avec des figurines comme ça. Comme des petits films ou des petits scénarios qui pouvaient être assez développés et qui duraient très longtemps.
Et après, j'ai eu la chance, en fait, très tôt, à l'âge de 14 ans, de rencontrer Emmanuel de Marcimotta, donc le metteur en scène de Rhinocéros. On s'est rencontrés quand on était au lycée, tous les deux. On a fait un groupe de théâtre au lycée, puis après à l'université, on a continué, on a monté un groupe universitaire avec lequel on a fait des spectacles, et petit à petit, mais assez vite, vers l'âge de 21 ans, on a fait notre premier spectacle professionnel. Donc quand j'étais petit, j'avais une espèce d'attirance comme ça, je dois dire plutôt pour le cinéma que pour le théâtre. Je m'imaginais assez bien travailler dans le monde du cinéma, mais plutôt comme monteur. Je ne sais pas pourquoi. Et maintenant que je fais ce que je fais, c'est-à-dire que je suis assistant à la mise en scène des spectacles pour Emmanuel, mais du coup je participe pleinement au processus artistique, mais un peu comme un deuxième regard, c'est-à-dire que Emmanuel travaille avec les acteurs et moi je suis juste derrière et je discute avec lui sur le rythme, sur le sens, sur le montage, sur des propositions d'espace, etc. Donc je pense que finalement je suis assez proche de ce que j'avais envie de faire, même si c'est différemment, quand j'étais petit, et qu'en tous les cas, ça a été tellement rapide que j'ai pas eu le temps de me poser beaucoup la question. Qu'est-ce que vous voulez exprimer dans votre œuvre? En fait, on cherche des œuvres qui puissent parler de nous, de l'être humain, de la société, de notre histoire, de notre présent, de notre avenir aussi. Et exprimer ça. Ça peut être, c'est pas forcément une expression politique, c'est pas forcément un message politique, ça peut être un message poétique, de dire qu'est-ce que c'est de vivre ensemble, qu'est-ce que c'est de vivre en société, qu'est-ce que c'est l'existence. Après, ça passe par plein de choses différentes. Et c'est par exemple une des vertus de Rhinocéros. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est une pièce qui parle totalement du monde dans lequel nous vivons, et des menaces, et puis alors ces jours-ci, c'est encore devenu encore plus prégnant, ou encore plus puissant, ou encore plus troublant, avec les attentats qui se sont passés à Paris, et puis ça a un lien presque direct avec Rhinocéros, d'une certaine façon, même si plein d'autres questions ont des liens directs avec Rhinocéros. Donc ça, c'est très fort, parler du monde d'aujourd'hui, et en même temps avoir une perspective sur le passé et l'avenir. Et puis aussi étonner, surprendre, émerveiller, et il y a ça dans Rhinocéros à travers le langage et la nature du langage. C'est une langue inventive, c'est une langue nouvelle, c'est une chose étonnante, poétique. Donc il y a ces deux données qui nous intéressent. Et on essaye quand même de faire un théâtre collectif, donc un théâtre de groupe. Dans nos pièces, il y a souvent beaucoup d'acteurs sur le plateau, là dans Rhinocéros ils sont 13, et qui puissent s'adresser au plus grand nombre de spectateurs possible. Qu'il puisse y avoir, pour le redire en un seul mot, aussi de la notion de plaisir du spectateur face à l'œuvre qu'il reçoit. Quel style de théâtre japonais aimez-vous? En fait, je crois que j'aime le style de théâtre qui est le plus éloigné de ce qu'on connaît. C'est-à-dire, j'ai eu la chance, à Paris aussi, et notamment au Théâtre de la Ville, de voir des pièces de kabuki ou des pièces de bunraku, et c'est vraiment... Ça ne veut pas dire que je n'apprécie pas, par exemple, les pièces de Ninagawa ou de Hirata dont on parlait tout à l'heure, dont j'ai pu voir aussi des mises en scène, que je trouve magnifiques, très fortes, mais l'étonnement, pour moi qui suis français, européen, l'étonnement, la nouveauté, la surprise, la fascination pour des codes de jeu, des codes esthétiques que je ne connais pas, et qui à la rigueur peuvent même nourrir notre travail après de metteur en scène, ou le travail avec les acteurs, ou le travail sur les costumes, ou le travail sur les maquillages, ou le travail sur le rapport à la musique, ou le rapport à l'espace. Ça serait plutôt les formes traditionnelles, Peter Brook, Ariane Mnouchkine, etc. On sait que c'est des metteurs en scène qui ont été inspirés par ces esthétiques-là et par ces codes de jeu, qui sont différents et qui viennent alimenter différemment notre propre rapport au spectacle vivant. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous sur la scène? Je dirais
Je dirais la qualité du lien entre les acteurs ou le spectacle et les spectateurs. Et aussi, pour ce qui concerne la scène vraiment, c'est-à-dire l'espace du plateau, il est déterminant pour nous de sentir une forme de cohésion, d'esprit de groupe, d'esprit collectif, de l'ensemble des acteurs qui sont au plateau. Que tout fonctionne comme une espèce de groupe à l'écoute les uns des autres, en lien, connectés les uns avec les autres. Et ça, on est très attentif à ça. Après, ça pose des questions. Là, je vais faire une réponse un tout petit peu plus longue et un petit peu plus spécifique. C'est que, par exemple, ici, au Japon, c'est la première fois vraiment de tous les pays, on a joué Rhinocéros dans tous les pays, que le public est à ce point silencieux. C'est-à-dire il y a très très peu de rire, il y a très très peu de réactions, et je sais très bien que ça ne préjuge pas qu'ils s'ennuient ou qu'ils s'endorment ou qu'ils adhèrent pas au spectacle. Il y a une sorte de concentration, d'énergie comme ça qui est entièrement placée dans le regard et dans l'écoute, mais qui fait que nous, partout où on a joué, à des degrés divers, le spectacle s'est fabriqué avec le public et avec les rires du public. Et même les acteurs ont des espèces de réflexes de laisser des temps, là où ils savent, globalement, que partout dans le monde, ça rit. Et bien ici, ça ne rit pas. Donc ça, c'est amusant, parce que du coup, ça oblige les acteurs, eux, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, à travailler un lien avec le spectateur qui est différent. Et c'est assez excitant. Assez excitant parce qu'on sait qu'à la fin, on le sait maintenant, on en est après la deuxième représentation, on sait que le spectacle plaît beaucoup aux gens et que les gens sont très contents, donc on peut jouer en étant rassuré de ça. Mais à la première, ça a fait un effet un petit peu étrange quand même. Home cuisine japonaise au Japon, qu'est-ce que vous avez goûté en première? Alors, j'ai pas eu beaucoup l'occasion de faire vraiment d'expérimentation culinaire, d'aller dans des restaurants et tout ça. Et la première chose que j'ai mangée était très classique, et on peut manger quasiment la même chose en français. Je crois que c'était des makis ou des sashimi ou des choses comme ça, à Tokyo. Sauf qu'il y avait un petit plus qui fait qu'on était plusieurs Français de la compagnie, comme ça, à manger la même chose globalement dans un restaurant. Et tout le monde disait « Oh là là, mais c'est incomparable, c'est 100 fois meilleur qu'à Paris, j'ai jamais vu un restaurant japonais comme ça. » Et on mangeait vraiment, pour le coup, les produits classiques, enfin les choses qu'on peut manger à Paris de la même façon. Dans la cuisine japonaise, il y a à la fois un raffinement et une diversité qui est vertigineuse par rapport même à ce que nous, on connaît en France de la cuisine japonaise. Puis comme vous savez, les Français sont très fiers de leur cuisine, c'est la meilleure cuisine du monde et tout ça. Et c'est vrai que là, même si j'ai pas eu l'occasion d'expérimenter très concrètement ou de façon très poussée la cuisine, c'est vrai que là, je me dis qu'il y a un univers énorme de saveurs, de choses, encore une fois, étonnantes, incroyables à manger, avec des algues qu'on ne connaît pas, des légumes inconnus, des façons de préparer les viandes et tout ça. Et pour ça, j'aimerais bien revenir au Japon et avoir plus le temps de faire des expérimentations culinaires que les expérimentations vraiment basiques que j'ai fait jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que vous faites de votre temps libre? Quand je suis en France ou quand je suis à Paris, je vais au théâtre. Non mais c'est vrai, le temps libre, je vais souvent, parce que forcément on n'a pas tellement l'occasion hors du temps libre, donc je vais souvent au théâtre, ouais, ou au cinéma, pas mal. J'emmène mes filles aussi au théâtre ou au cinéma, donc le temps libre, bon, je parle pas des vacances d'été ou des choses comme ça, mais le temps libre pendant la semaine, les week-ends ou etc. Est assez consacré à la culture de façon générale. Quelles sont les choses que vous préférez dans le travail de mettre en scène? Alors, les choses que je préfère, ça tombe bien, parce que dans la question, il est indiqué qu'il peut y en avoir plusieurs. J'aime beaucoup, en fait, les toutes premières fois où on démarre avec les acteurs à répéter une scène spécifique, une scène qui n'a pas été vue jusqu'à maintenant. C'est-à-dire les moments où on part vraiment de la page blanche.
C'est des choses assez magnifiques en fait, savoir qu'on part d'une page blanche ou d'un espace blanc, d'un plateau blanc comme ça, et qu'au bout de 3-4 heures, on aura déjà un premier schéma. Après les phases finales du spectacle, finalement, sont très excitantes, sont très tendues souvent. À partir du moment où on arrive vraiment dans le décor et où il faut travailler à la fois le décor, les lumières, on découvre pour de vrai les costumes dans l'espace, on découvre pour de vrai le décor dans son véritable volume, dans son esthétique. On cherche à comment est-ce qu'on peut éclairer ça, comment on peut travailler les scènes, comment on peut améliorer, comment on peut travailler aux jointures entre les différentes scènes, etc. Comment on arrive à rendre tout ça homogène, fluide et tout ça. C'est une phase que j'aime beaucoup, mais c'est la phase qui, sur le moment, est la plus stressante, en fait, qui suppose le plus de tension. Parce que à ce moment-là, l'ensemble de l'équipe de théâtre, mais depuis le régisseur lumière, le régisseur plateau, c'est-à-dire toute l'équipe technique, toute l'équipe artistique, les acteurs, les costumes, les metteurs en scène, l'assistant que je suis, etc. Toute cette équipe qui, au final, fait 30, peut-être 40 personnes, est tendue à ce moment-là, définitivement et concrètement sur le même objectif. Et ça, c'est très beau. Donc avant, après, et puis juste le moment qui précède les premières représentations.